Rexégéna, chapitre 9. Quelques pas à l'extérieur m'aideraient sûrement à y voir plus clair et à dissiper la consternation dans laquelle j'étais plongé. Ce que je venais d'apprendre était effarant. Il me fallut plusieurs jours de tergiversation avec moi-même avant de parvenir à rationaliser la situation. L'implication était très claire. Les organisateurs de la mission à destination de la Terre savaient dès le départ que les gens des étoiles étaient en route vers leur destruction. Parmi ceux que j'avais fait régresser, certains avaient exprimé le sentiment que de tels souvenirs relevaient probablement de leur imagination. Ainsi donc, l'espace d'un moment, je fus tenté de réduire la lecture de Peter à une hallucination et rien de plus. Puis Tom se présenta. Il sourit en regardant les photos de Carl Jung. « Oui, dit-il, je me vois me tenant près du vaisseau spatial. Mes émotions sont très claires. Pourtant, il me semble que cette vision pourrait bien être une création de mon esprit. Ignorez ce doute. Jetez un coup d'œil à votre corps. Comment est-il » Les yeux de Tom se fermèrent et il agita doucement les bras. « Mon corps est très mince, mais pas frêle pour autant, précisa-t-il. Les bras sont maigres, le torse assez svelte et néanmoins sain et fort. Il n'y a aucun signe de malnutrition ou de maladie. Je remarque un organe entre mes jambes qui ressemble à un tube. C'est comme un appendice rétractile. Un lieu très éclairé attire maintenant mon attention. Au centre de cette pièce, la passerelle. Les consoles de contrôle sont très sobres, et pour cause. C'est le pouvoir du mental qui assure la propulsion du vaisseau dans les espaces multidimensionnels, car il est entièrement équipé d'une technologie de guidance télépathique. Comment ce système opère-t-il exactement ? Au travers d'une personne recevant ou transmettant des données ou des informations. Ce dispositif spécifique amplifie les ondes du cerveau qui sont alors canalisées vers un endroit déterminé. Puis des structures cristallines focalisent ces énergies. Y a-t-il d'autres gens dans la pièce ? Oui, j'aperçois des êtres aux formes longues et lancées. Ils sont à leur poste de travail, vacants à leurs occupations. Sous la passerelle, je remarque de nombreuses autres personnes. Je sais que je participe à une mission importante et très spéciale et j'en suis honoré. Le commandant du vaisseau me fait signe. Il me rappelle que je suis responsable de la bonne marche des travaux quotidiens. Mes attributions consistent également à le conseiller à propos des décisions à prendre et de leur développement. Il me semble angoissé et reste discret sur le sujet de son inquiétude. Ma vision change. Maintenant, c'est un paysage de broussailles qui m'entoure. Après un atterrissage en catastrophe, nous avons établi un camp de fortune. Il y a des blessés. Certains d'entre nous sont affectés par cet environnement nouveau et assez hostile. De surcroît, la nourriture nous pose problème et il nous faut trouver une solution. Nous avons besoin d'aide. La scène est imprégnée de tristesse, déception, isolement et souffrance émotionnelle. Une peur, doublée d'une peine accablante, m'a envahi. Mais mon rôle est de garder le contrôle de cette situation critique. En tant que responsable, je dois m'occuper du bien-être des autres et mettre en place une organisation solide afin que nous puissions fonctionner efficacement avec peu de moyens. En conséquence, je dois prendre sur moi, me maîtriser pour ne pas laisser mes craintes transparaître. Vous sentez-vous plus ou moins responsable des circonstances qui frappent vos compagnons ? Non.
J'accomplis ma tâche au mieux de mes capacités. Nous sommes dans cette position parce que le vaisseau mère a subi une attaque. Nous avons été surpris et nos pertes sont lourdes. En œuvrant pour le plus grand bien de la galaxie, nous étions convaincus que notre mission se déroulerait sans encombre. Juste avant que le vaisseau ne soit assailli, nous étions habités par un sentiment de jubilation et de bonheur à l'idée de participer à cette action de sauvetage consistant à délivrer des êtres des chaînes de l'esclavage et des ténèbres. N'avions-nous pas reçu l'autorisation de Dieu et du Conseil qui nous a envoyés? Pourriez-vous m'en dire davantage sur le Conseil? Il est composé de représentants venus de multiples horizons. Tous les mondes ou presque ont envoyé des émissaires, y compris ceux qui n'appartiennent pas à la lumière, pour que toutes les espèces du cosmos aient leur mot à dire. Certaines races occupent des positions plus importantes que d'autres, bien sûr, mais toutes peuvent exprimer leur opinion et voter au Conseil. Les délégués sont en accord sur la plupart des thèmes, surtout quand ils sont inspirés par la lumière sur laquelle le Conseil est aligné. Comment celui-ci est-il intervenu dans la mission vers la Terre? « Nous avons été sacrifiés » s'exclama-t-il soudain, ce qui eut pour moi l'effet d'une décharge électrique. « Pourquoi vous aurait-il sacrifié » demandai-je incrédule. « À cause de l'échec des négociations avec certains peuples. Un plan beaucoup plus vaste était en jeu, quoique nul parmi nous n'en était informé. Il avait été décidé que les races asservies devraient se regrouper dans le but de créer leur propre civilisation, ceci étant le tout premier pas pour apporter la lumière vers elles et leur environnement, et aussi leur seule manière de se délivrer des entraves de l'obscurité. Le Conseil voulait que ce soit par le triomphe sur l'adversité, sur la peur et les ténèbres qu'elles obtiennent la victoire, et non par la simple conquête sur l'ennemi. C'est par leurs épreuves, par leurs efforts à dépasser les obstacles, que ces ethnies devraient enclencher le processus de reconstruction permettant à leur planète d'évoluer, donc de générer auprès de la hiérarchie l'accomplissement du plan. C'était par la persévérance qu'elles seraient amenées à l'emporter. Il sourit, puis contre toute attente il conclut. Ma tâche est achevée. Persuadé que c'était la fin de la régression, j'allais arrêter l'enregistreur quand machinalement je lançai. Avez-vous autre chose à ajouter? Eh bien, le commandant en second du vaisseau mère était un véritable félon. Il n'hésita pas à trahir pour s'épargner peine et difficultés et négocia secrètement un accord avec les Dracos. Puis je le regardai. Je n'étais pas sûr de vouloir entendre la suite, mais Tom poursuivit. Ce personnage avait un trait de caractère déplorable, connu sous le nom de lâcheté. Le marché passé était très simple. Il s'agissait de sauver sa vie et celle des siens au milieu du chaos et de la barbarie qui allait immanquablement s'ensuivre. Sa conspiration avec les Dracos lui donnait une longueur d'avance sur les événements. Il était en possession de tous les éléments pour savoir comment le voyage allait se terminer, car voyez-vous, il était informé de ce que le Conseil galactique préparait et aussi du fait que les Dracos n'honoreraient pas leurs promesses. Son histoire est classique et fondée sur la convoitise et l'égoïsme. Cet officier, à qui sa position assurait non seulement privilège et autorité auprès du Conseil galactique, mais aussi des compensations financières de la part des Dracos, était un Pléiadien. Respecté par le Conseil, avec une haute situation dans la société, sa présence au sein de l'équipage de cette mission au sort fatal n'avait rien de fortuit. Elle faisait partie d'un dessein céleste. En retirant les boucliers de protection juste avant l'attaque, il signa le plan de la destruction du Rexégénon. À ce stade, la colère et le sentiment de trahison qui m'avait envahi éclipsaient mon désir d'en savoir davantage. J'interrompis donc la séance. Plusieurs jours durant, je fus plongé dans une intense réflexion. Les péripéties évoquées par Tom étaient-elles la cause de l'hilarité manifestée par la personnalité du Binjala lors de la régression de Steven, quand celui-ci
avait évoqué la mission? Nous leur avions donné l'assurance que ce serait bien organisé et sûr, avait-il dit. Il fallait que je sache. J'appelai donc Steven pour le prier de venir à Al-Sherina. À peine ce dernier s'était-il assis dans le fauteuil de consultation que Binjala se manifesta par son intermédiaire et s'identifia immédiatement comme un Elohim. Reniflant la manipulation, je le sommai d'expliquer pourquoi, s'il était effectivement un Elohim comme il le prétendait, il avait ri à propos de l'échec de la mission sur la planète Terre et du terrible destin des 50 000 personnes qui la composaient. Le véritable sens de cette mission, précisa Binjala, était de transférer leurs âmes d'une planète à une autre, en les conduisant dans l'aura de la Terre. Initialement, nous avions suggéré au Conseil que les gens des étoiles abandonnent leur corps avant le voyage et effectuent le déplacement dans l'espace interstellaire dépourvu d'enveloppe charnelle. C'était le projet tel que nous, les Elohim, l'avions envisagé au départ. Au lieu de cela, il fut décidé que les êtres des étoiles abandonneraient leur corps sur la Terre afin d'y laisser une résonance de leur forme physique. Comme je l'ai déjà dit, ils pensaient que cette façon de procéder donnerait une valeur à leur sens communautaire et à tout ce qui en découle. Pourquoi ce rire ambigu ? Demandai-je. En raison du merveilleux changement apporté au plan, car cela fut véritablement un additif divin que celui qui nous permettait de bénéficier de leurs âmes grâce à leur arrivée dans l'aura de la Terre, mais aussi de la répercussion de leur physicalité. Nous avons jugé l'idée magnifique. C'était censé représenter un bénéfice supplémentaire sur le plan. Est-ce cela que vous voulez dire? Absolument, un très grand bénéfice, car en tant qu'individu incarné sur la Terre, il nous est alors donné d'explorer les rémanences à la fois psychiques et physiques de la culture laissée par les peuples des étoiles, en d'autres termes, de nous les approprier. C'est extrêmement stimulant pour nous lorsque nous nous matérialisons sur la planète. Vous ne vous moquez donc pas d'eux? Oh non, pas du tout. C'est avec eux que nous rions, avec leurs âmes, pour vous donner une idée de l'échelle à laquelle leurs décisions ont été prises. Ce fut vraiment admirable, extraordinaire. Le rire n'avait rien à voir avec leur anéantissement physique. Je veux dire que la destruction de la forme corporelle est certes une expérience douloureuse, mais ce n'est pas seulement une souffrance de la chair. Si vous en êtes conscient, pourquoi vous êtes-vous exprimé par un rire? Eh bien, dans une conversation, toutes les dimensions vibratoires confondues, un rire équivaut simplement à une accumulation d'énergie. Nous évoquions les déplacements matériels des gens des étoiles d'un endroit à un autre, autant qu'une description de leur choix de laisser leur corps, choix dont j'ai précisé qu'il correspondait à une décision prise par l'âme. La conversation supposait une réponse, et celle que j'ai donnée était positive. La comprenez-vous? Je secouai la tête. Je n'en suis pas sûr. Pas plus que je ne saisis la teneur de la réponse elle-même. Un rire suggère le sarcasme, ou bien que vous aviez des doutes sur leur capacité à appréhender ce qu'ils faisaient. Steven sourit et agita la main. Binjala poursuivit. Vous devez admettre qu'en dépit de la détresse additionnelle et d'une prise de conscience accrue de l'extrême attachement à la forme physique, il en résulta un enrichissement formidable. Eux, en tant qu'âmes, étaient parfaitement lucides sur ce point. Je ne faisais que féliciter le choix de leurs âmes. C'était une décision très courageuse, surtout si l'on considère les circonstances de leur traumatisme corporel. Cela aussi s'est avéré d'une grande aide pour nous tous. Nous pouvions dès lors nous détendre un peu plus au moment de quitter notre enveloppe charnelle, car nous savions que nous étions engagés à enchaîner les incarnations sur une seule planète, et ce, dans un corps destiné à tendre vers la lumière. Une sensation effrayante m'envahit tout à coup. Et tout ceci aurait été mis au point pour les reptoïdes, les dinoïdes et les dracos? En effet. La réponse était claire à présent.
l'Elohim Binjala était bel et bien un des anges déchus. Le Conseil galactique, bien qu'étant au courant de son histoire, collaborait avec lui dans l'espoir de trouver un moyen d'amener amour et compassion dans toutes les créations que lui et les siens avaient façonnées. J'avais des difficultés à suivre les nuances par lesquelles il me fallait passer. Perplexe, je réalisais alors qu'il me suffisait juste de demander pour comprendre exactement ce qu'avait été le sort de la mission vu de l'autre côté, ce que je fis. Selon vous, que s'est-il passé après l'arrivée du vaisseau mère? Le visage de Steven s'épanouit. Ma question était la bienvenue. J'avais adopté la forme d'un lézard afin d'influencer le roi lézard et sa reine. Il m'était très aisé de prendre une apparence physique. J'avais un rôle de conseiller. Chaque fois que se présentait un dilemme pendant l'approche du vaisseau mère, il m'incombait de donner un avis. J'envisageais un grand projet d'assimilation des différentes espèces de la Terre avec les peuples des étoiles. Bien sûr, je savais que les lézards n'interviendraient pas eux-mêmes. Je me contentais donc de les orienter subtilement dans la bonne direction. La seule façon de leur faire accepter mes conseils était de les persuader que les bénéfices seraient pour eux, ce qui me laissait peu d'options. Mes incitations à l'oreille du roi lézard se firent plus complexes à mesure que le vaisseau mère s'approchait de la Terre. Nous avions des agents doubles sur le terrain et ces diplomates avaient pour rôle de mettre au point les détails relatifs au bon accueil des gens des étoiles. Ça, c'était leur couverture, ce que nous racontions aux représentants officiels. Mais notre but réel consistait à essayer de trouver chez eux des collaborateurs discrets et efficaces, car leur technologie nous intéressait au plus haut point. Nous en emparer représentait une aide inestimable dans nos guerres continuelles contre les êtres chats, comme tout dans le développement d'espèces plus nouvelles, de créateurs de type singe, parfaites pour l'extraction de l'or dans les mines. Dans un premier temps, nous les avons donc sondés. Puis nous avons organisé quelques réunions informelles avec les gens des étoiles. Enfin, nous leur avons proposé d'effectuer quelques échanges de technologies. Au début, tout allait parfaitement. Mais le nombre des échanges augmentant, les transactions devinrent plus difficiles. Nous savions qu'ils avaient installé différents sites d'atterrissage sur la Terre, qu'il y avait des endroits où une partie de leur savoir-faire et de leurs instruments était implantée. Nous étions conscients qu'ils y menaient discrètement des expériences génétiques. Nous voulions obtenir des renseignements à ce sujet, dans le but de récupérer leur équipement pour nous-mêmes, si les relations avec le vaisseau mère venaient à être interrompues ou tout simplement rendues impossibles. Avec le concours de collaborateurs, je sollicitais donc également ces informations en échange d'accords visant à faciliter leurs propres atterrissages et autres arrangements, sans forcément en aviser les lézards. J'avais participé à des tractations plus séduisantes. J'avais même découvert les sites de leurs expériences génétiques antérieures sur leur planète d'origine. Les arrangements devenaient toutefois de plus en plus compliqués et certains de nos collaborateurs menaçaient de tout révéler. Heureusement, la passation de pouvoir arriva rapidement. Cette cérémonie était l'occasion tant attendue pour nous. Al-Sheringa et Egarena allaient être mis en présence du roi lézard et de sa reine. Je pourrais y paraître officiellement en tant que Binjala et aussi d'une manière plus officieuse afin de m'entretenir avec certains hauts responsables. Mais l'un de mes auxiliaires m'avait trahi auprès de son supérieur immédiat. J'étais donc dans une position délicate quand celui-ci se présenta à moi, m'entraînant à l'écart avec le lézard qui m'accompagnait pour ne pas attirer l'attention. Je n'avais plus d'autre solution avec lui que de jouer carte sur table. Sans détour, je lui proposai un marché qu'il rejeta catégoriquement. Refusant de m'avouer vaincu, je le menaçai de mort, ce qui le calma quelque peu, et me permit de lui confier que la mission tout entière allait échouer et que le vaisseau serait détruit. Ensuite, je l'invitai à me donner les renseignements que j'attendais en échange de sa survie et de celle des gens des étoiles,
lui assurant qu'elle pourrait se perpétuer sur la Terre d'une manière hybride et sous la direction et la supervision des lézards. Il n'apprécia pas du tout, mais je lui accordai alors la possibilité de jeter un regard dans les annales akashiques du futur des lézards. Il y vit le responsable de la destruction planifiée des gens des étoiles, moi. Avec mon accord, il fit venir Alcheringa et lui transmit ce qu'il avait vu, ainsi que le contenu de notre conversation. Durant cette révélation, le commandant reçut un choc terrible. Puis il reprit ses esprits. Pensant qu'en échange de la survie de ses semblables, j'attendais qu'il me procure toutes les informations concernant la technologie du peuple des étoiles, il demanda à examiner la petite arme que je portais. Je la lui tendis. Il se tourna vers un lézard qui nous accompagnait en disant « Que votre ami ici présent retourne auprès des siens délivrer le message que nous avons refusé votre offre. » Puis, contre toute attente, il pointa l'arme sur moi et m'abattit, tout simplement. J'étais donc sans corps. Les autres lézards n'en savaient rien. Je décidai d'en habiter un autre, semblable au précédent, ce qui pour moi est un jeu d'enfant. « Avez-vous jamais essayé de contacter les survivants ?» interrogeai-je. Je les ai approchés la première fois sous une forme indigène, en tant que créature singe bipède portant une lance. Comme j'ai obtenu de l'influence parmi certains d'entre eux, j'ai endossé d'autres formes et leur ai donné des instructions spécifiques quant au début des différents types de croisements génétiques. Je les aidais concrètement à préparer des remèdes à base de plantes. Ils auraient pu y arriver par leurs propres moyens, mais les choses allèrent plus vite ainsi. Rien ne fut laissé au hasard. De plus, la destruction du Rexégéna était assez préoccupante pour le peuple lézard, car elle représentait une attaque sans précédent contre un vaisseau qui n'était pas un agresseur. Ils étaient tentés de pourchasser les survivants et d'effacer toute trace de leur forfait pour échapper à d'éventuelles représailles. Je leur affirmai qu'il serait plus sage de se montrer aimable avec les naufragés, d'autant plus que cela permettrait peut-être d'obtenir certaines informations de premier plan. L'un des lézards déclara que je pourrais bien être plus intéressé par la promotion des gens des étoiles que par la leur. À leurs yeux, je n'étais qu'un traître et ils m'abattirent sans aucun état d'âme, mettant ainsi un terme à mon étroite collaboration avec eux. Vous pouvez donc dire que je suis mort pour votre peuple. Un sentiment de colère s'empara de moi. Les gens des étoiles avaient-ils été naïfs au point d'autoriser qu'on les menât vers le mensonge et la tromperie ? Je ne voulais pas croire que cela pût être vrai. Peter avait parlé d'un conseil qui aurait sacrifié les gens des étoiles. Steven avait mentionné la suggestion faite par les Elohim au conseil, invitant à ce que les gens des étoiles laissent leur corps avant de partir pour la Terre. Dois-je croire Peter et Stephen ? Dans ce cas, de quel conseil s'agissait-il vraiment ? Les choses restaient confuses. Pourquoi Alcheringa ne m'avait-il rien dit ? Il fallait que je sache. J'allai dans mon bureau, je m'installai avec la pierre Alcheringa et je l'appelai. À ma question, il répondit. Il y a bien un conseil galactique, un peu comme vos Nations Unies, regroupant les races issues de nombreuses régions de la Voie lactée. La décision d'envoyer le Rexégéna dans cette mission fut-elle prise par ce conseil ? En effet. Sauf qu'une fois commencé le périple du Rexégéna, les conditions prévues se modifièrent. Un accord du conseil avec les reptoïdes fut remis en question par ces derniers après le départ du vaisseau, dévoilant ainsi ouvertement qu'ils n'avaient pas la moindre intention de quitter la Terre. Les membres du conseil savaient-ils que le bâtiment allait être anéanti ? Non, enfin pas tous. Comme je l'ai dit, certains parmi ceux qui avaient contribué à cette alliance trahirent leurs promesses. Une machination a-t-elle été organisée au sein du conseil ? Oui. Pourtant, celle-ci était plus imputable aux intermédiaires ayant interféré avec le conseil qu'aux membres du conseil lui-même.
et ce n'est que bien plus tard que ce dernier fut informé de l'importance du stratagème. Comment une organisation de dimension galactique a-t-elle pu passer à côté de quelque chose aussi énorme, m'exclamai-je. Ces gens n'étaient-ils donc pas télépathes? Si, bien sûr. Pourtant, comme les êtres humains, ils étaient physiques eux aussi, et donc limités dans leurs capacités. Des erreurs furent commises, comme il arrive souvent avec des institutions de cet acabit. Vos Nations Unies font elles aussi des erreurs de jugement. Mais vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? Une mission diplomatique avait été envoyée auparavant pour intervenir auprès des reptoïdes. Elle était revenue avec des rapports très sérieux, déclarant que ceux-ci étaient disposés à partir suite à un édit du Conseil leur enjoignant de quitter la planète qu'ils s'étaient appropriée contre la volonté de Dieu. Néanmoins, lorsqu'il devint incontestable que les reptoïdes ne s'en iraient pas, il fallut procéder à des ajustements. De quel ordre? S'adapter au fait que la mission était condamnée. Il y eut beaucoup de tristesse, évidemment. Les gens des étoiles se tournèrent alors vers un Elohim pour solliciter une guidance, et ils la reçurent. Steven dit que c'est pour laisser leur être de lumière et leur empreinte physique sur la Terre que ces derniers durent abandonner leur enveloppe charnelle. Est-ce vrai? Oui, cette décision de leur part, qui fut prise au niveau vibratoire de l'âme, émane de la guidance de cet Elohim. Ce que j'entendais ne me plaisait pas du tout. Un effort a-t-il été entrepris pour tirer ces gens de leur situation désespérée? Existait-il un plan B qui aurait peut-être pu les sauver? Une fois le Rexégéna lancé, il n'y avait aucun moyen de faire machine arrière, car nous devions tenir compte de l'accord passé entre un Elohim et les âmes des passagers. Comprenez qu'il s'agit, au sein de ces races galactiques, d'un degré de conscience transcendant la conscience physique, car il va sans dire qu'ils n'auraient pas autrement sacrifié leur vie aussi facilement. Des décisions furent tout de même prises par le Conseil galactique afin de tenter d'apporter assistance à ceux qui survivraient. À mes yeux, il s'agissait d'une mission suicide inconsciente. Avant de partir, les gens des étoiles savaient-ils d'une manière ou d'une autre ce qui les attendait? Non. Et comme je vous l'ai dit, le Conseil non plus. Ce n'est qu'après le départ du vaisseau que les intermédiaires dévoilèrent le subterfuge et la manipulation à laquelle ils s'étaient livrés. Une grande diligence fut apportée à assister les survivants. Ceux qui décédèrent revinrent dans leur corps de lumière afin de réaliser ce qui avait été convenu. Il n'avait pas été écrit noir sur blanc que la mission était condamnée, loin de là. Et comme pour n'importe quelle autre mission, des accommodements durent être trouvés. C'est généralement ce qui se passe quand il devient manifeste que l'on ne va pas gagner la guerre. Il faut se retirer pour réfléchir, et c'est exactement ce qui arriva. Voulez-vous dire qu'il y eut une guerre? Ce ne fut pas une guerre avec des armes telles que nous la concevons, mais un conflit contre les ténèbres, et nous apportions la lumière du cristal. Les gens des étoiles sont maintenant de retour pour faire ressurgir l'histoire. Ils ont accompli ce pourquoi ils sont venus. Il est vrai que les survivants ont connu la souffrance, mais maintenant ils sont à nouveau réunis. Si vous considérez la vie comme s'inscrivant dans une éternité, dans un continuum, vous réaliserez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de savoir s'ils auraient dû ou non mourir à l'époque, car ils sont aujourd'hui présents dans d'autres corps physiques. Ils s'incarnent encore et encore d'une vie à l'autre. Ces gens sont ceux qui ont propagé la lumière au cours des âges pour assister les humains dans leur évolution. Cela demande beaucoup de courage et ils s'en sont bien tirés. Peut-être, pensais-je, mais l'histoire dans son ensemble avait de forts relents Dracos. Steven prétend que les Dracos étaient conscients de tout ceci et ravis du résultat avant même la conclusion de l'événement. Les Dracos opèrent sur une fréquence différente de celle du Conseil. Eux aussi sont connectés aux Elohim et à leur fréquence, car ils proviennent des anges déchus. Ils avaient une compréhension et une prémonition de la façon dont la source pouvait leur bénéficier, et aussi qu'elle introduirait la lumière dans ce coin de la galaxie. Les Dracos influencèrent les reptoïdes
afin de les faire revenir sur leur acceptation de quitter la terre. Les événements qui se déroulèrent furent donc au préalable planifiés par les Dracos. Et lorsqu'ils s'en ouvraient aux Elohim, ces derniers réalisèrent qu'il n'y avait pas moyen de faire marche arrière. Aussi influencèrent-ils le Conseil galactique. Pour faire adopter la décision de laisser l'événement prendre place, leur exégénat était déjà parti, quand Elohim appréhenda quelle avait été dès le début la véritable nature des intentions des Dracos. Comprenez-vous? Je comprends ce que vous dites, l'accepter est une autre histoire. Je voudrais que vous admettiez que les choses ont fonctionné. Considérez le côté positif. Si vous contemplez l'immensité du plan, vous vous apercevrez que la lumière s'est installée dans cette partie de la Voie lactée et qu'une grande quantité d'êtres ont beaucoup à y gagner. La forme reptilienne, la forme Draco et d'autres races appartenant à cette région du système solaire font l'expérience de l'amour et de la compassion pour la toute première fois de leur histoire. Cette énergie aide l'ensemble des peuples à élever leur taux vibratoire. Les Elohim sont venus pour réaliser qu'il n'y avait pas moyen d'apporter assistance à la région sans travailler aussi avec les Dracos jusqu'à un certain point. L'acceptation finale du Conseil galactique concernant cette affaire a été établie sur une demande formulée par un Elohim. Au fil du temps, la fréquence change et fait évoluer toutes les races. Rappelez-vous, Dieu, la source, est le créateur de toutes choses. Dieu est pur amour et compassion dont sont imbibées toutes les races qui font l'expérience de la forme humaine. L'être humain qui fut façonné par les gens des étoiles est imprégné par le cristal ou l'énergie du Christ. C'est l'être humain qui procure le niveau au terrain d'action de ceux qui ne connaissent pas l'amour, et grâce à lui, l'énergie de cet endroit est maintenant celle de l'amour. Pourquoi ne m'expliquez-vous ceci qu'aujourd'hui? Je vous ai communiqué une information fragmentée, assimilable, de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble du tableau dans sa globalité. Je suis très content que vous réagissiez comme vous le faites. Merci mon enfant. Que Dieu vous bénisse et merci.